Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. La direction générale de la SBE ouvre la rubrique départ volontaire en faveur d'une catégorie de travailleurs. C'est à travers une note d'information en date du lundi 31 janvier 2022 que le DG SBE a évoqué les conditions à remplir. La planification ou planning familial est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles de choisir d'avoir un enfant. Dans cette édition, découvrez les raisons de nécessité de financement pour la promotion de cette activité. À suivre aussi dans cette édition les réactions des citoyens sur l'expulsion de l'ambassadeur français Joël Meyer des terres maliennes. Bonsoir. Joël Meyer, ambassadeur de la France près du Mali, a été sommé de quitter le Mali dans un délai de 72 heures. L'expulsion fait suite aux propos tenus par le Premier ministre des Affaires étrangères de la France à l'endroit de la junte malienne. Cette actualité suscite des réactions et commentaires. Les citoyens de la ville de Cotonou nous en parlent au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. Il faut que les Africains sachent qu'il est temps qu'on se libère. Il est temps qu'on soit indépendant vraiment. Il est temps. Il faut aller à l'école de notre président. Il faut dire qu'il faut aller à l'école de notre président pour avoir sa propre initiative pour la liberté de soi-même. Quand je parle du président, d'aller à l'école du président, de quel président? De notre président, je vais nommer Patrice Talon. Il faut dire que il a ses initiatives propres pour se libérer. Il faut voir au moment où la frontière du Nigeria a été fermée, mais le Bénin a réalisé un score, un résultat économique qui ne dit pas son nom, qui a été excellent, apprécié par l'Union internationale. Vous savez, il faut déplorer la chose. Mais il faut reconnaître aussi que les propos du ministre des Affaires étrangères français ne sont pas diplomatiques aussi. Mais ça ne voudrait pas dire qu'ils vont brouiller les relations. Le Mali va chercher à brouiller les relations ou bien peut-être rupture avec le gouvernement français. Ce point, moi je ne suis pas d'accord. Ils pouvaient appeler leur ambassadeur qui est en France, l'ambassadeur du Mali, ou bien l'ambassadeur de la France qui est là, pour lui dire, mais le maître des mises en garde. Et je vois. Et là, ils vont continuer pour montrer leur mécontentement. Est-ce que le gouvernement malien est assez indépendant pour chasser l'ambassadeur français de Bamako? Point d'interrogation. Ce qui se passe n'est pas souhaitable et souhaité. Il est vrai qu'il y a le djihadisme au Mali et la manière dont cela se passe n'est pas bien. Par Ibeka. Maintenant, les militaires ont pris le pouvoir. D'ailleurs, ils n'ont pas donné une durée précise pour la transition, ce que je voudrais bien qu'ils donnent, parce que nous sommes en démocratie. Moi, je ne suis pas pour la prise du pouvoir des militaires. Mais si les gens gèrent mal, nous n'allons que prendre acte de ce qui se passe. Mais je demande si ce gouvernement de transition n'est pas trop zélé. Je dis c'est un zèle, c'est du zèle démesuré en chassant l'ambassadeur français de Bamako. L'expulsion de l'ambassadeur français du Mali, c'est la plus normale des choses, puisque sur le plan diplomatique, ce n'est pas conseillé. Les propos tenus par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, il qualifiait les responsables de la junte d'irresponsables et de régime de junte illégitime. Donc je pense que ce mot revient toujours illégitime et légitime. Mais la dernière en date, c'est que les responsables de la junte sont irresponsables. Donc je pense que c'est tellement grave pour que l'ambassadeur soit expulsé. Donc je pense que c'est la plus normale des choses. Dans le même registre, certains citoyens relèvent les probables conséquences de cette décision prise par la junte militaire au pouvoir. Toujours au micro de Quentin Amoussou et de Francis Farami, je vous invite à les suivre. Il y a un bruit seulement.
Mais il n'y a pas eu rupture pour le moment. Donc, si ils peuvent continuer le dialogue. Il faut toujours continuer le dialogue. Mais faisons très attention. Parce que vous savez, l'Union européenne, l'aide qu'ils apportent au Mali. Donc, est-ce que le Mali peut s'en passer de l'Union européenne? Je ne suis pas sûr. Seulement que le Mali est souverain. Ces propos-là du ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas diplomatique. Il faut reconnaître. Pour autant, il pouvait régler ça autrement. Et non renvoyer l'ambassadeur de la France. Il faut dire que cela n'aura pas un problème sur le Mali parce que le Mali a fait déjà recours à la Russie. Et la Russie est en train de supporter déjà parce que vous ne pouvez pas réagir sans avoir un moyen. Je suis sûr qu'il y a un accord quelque part qui donne le courage au Mali de prendre cette décision, de prendre ses responsabilités. Il faut dire que l'homme n'a jamais fait quelque chose sans un intérêt, sans un apport, sans un moyen déjà à côté. Donc si le Mali a pu le faire, c'est qu'il a analysé, il a fait le bilan et il voit que le résultat demain là ne va pas vraiment péter sur lui. Donc c'est pour cela qu'il a pris ses responsabilités. Je pense que le bain dans lequel se trouve le Mali aujourd'hui, le Mali se trouve dans un bain de ce qu'on a vu de dire souvent. Le cabri, on n'a pas peur de couteau. Donc je pense que là où il est là, c'est que, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il a ses soutiens en catimini, comment dirais-je, le Mali a ses soutiens. Il y a des puissances, c'est un secret opérationnel. Ceux qui ne veulent pas en parler. Il y a la Chine, là, la Russie ouvertement, la Chine qui est derrière, ne parle pas mais agit financièrement. Donc, si le Mali, les dirigeants actuels, n'ont pas un soutien certain, je ne pense pas qu'ils soient en train de faire ça. Donc, je pense qu'ils n'ont pas d'inquiétude. Désormais, puisqu'ils ont dit que désormais, ils ne vont plus utiliser le CFA, ils ne feront plus partie de la CEDEAO, et ils ne vont plus enseigner la langue française. Donc je pense que tout ça là, c'est qu'ils ont un soutien terrible derrière. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir, ces Maliens-là. Parce que les colonies françaises sont toujours les colonies françaises. Le problème malien va être toujours réglé par la France. Parce que je me souviens de l'opération Barkhane. Si ce n'est pas l'opération Barkhane, est-ce qu'ils pouvaient supporter? Ils allaient envahir déjà tout le Mali. Les djihadistes allaient déjà envahir tout le Mali. Donc il faut que les gens se souviennent des choses. Et moi j'ai peur pour M. Goïta. La planification est désormais un enjeu de développement. Pour qu'elle y contribue de manière efficiente, les populations ont une part à jouer. La perception de la planification est devenue un facteur important, raison pour laquelle les responsables de Social Watch Bénin communiquent autour des performances du Bénin en comparaison à la sous-région. Des propos recueillis par Carles Kitome. La planification familiale, c'est un défi aujourd'hui au niveau mondial. Oui. La promotion de la planification est un défi au niveau mondial aujourd'hui parce que maints pays tentent aujourd'hui de réaliser ce que nous appelons le dividende démographique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus aujourd'hui de populations qui travaillent que de populations à charge. Et c'est ça qui permet au pays de capturer, d'aller à la capture du dividende démographique. Et cette capture du dividende démographique passe nécessairement par la promotion de la planification familiale. D'où l'investissement dans la promotion de la planification familiale. Donc il faut essayer, je ne dis pas de stopper ni de limiter les naissances, mais il faut maîtriser les fécondités. Il faut maîtriser la fécondité afin de permettre à nos États, à nos ménages, à nos communautés de bien subvenir aux enfants. Oui, au fait, le Bénin s'est engagé dans cette bataille, oui. Pour ainsi parler, depuis un certain nombre d'années. Et le Bénin, à l'instar des autres pays de la sous-région, surtout les pays du partenariat de Ouagadougou, est
a pris des engagements depuis depuis des années. Il y a eu des engagements de 2013, engagements d'Addis Abeba et d'autres, après 2013, 2017, donc pour investir dans la promotion de la planification familiale. Et la bataille de Social Watch, au fait, c'est que des pays ont pris des engagements, surtout des engagements financiers, et disent même que oui, cette année, telle année, on a alloué à la planification familiale tel montant, mais il n'y a aucune structure pour vérifier, pour faire le suivi et évaluer après. Et c'est tout le rôle de Social Watch dans ce processus. Si le pays a pris d'engagement financier, et comment cet engagement a été mis en œuvre, et le montant, le budget alloué, par exemple, à l'achat des produits contraceptifs, comment ce budget a été décaissé, quelles sont les dépenses qui ont été faites, est-ce que tout a été dépensé, combien ont été dépensés, combien ont été réellement alloués, et on en a fait quoi. Donc c'est le rôle de Social Watch, le suivi budgétaire. Vu les performances béninoises, il est aisé d'admettre qu'il faut accroître les financements de la promotion de la planification familiale. Ludovic Guédégbé explique les raisons de la nécessité de financement pour la promotion efficiente de cette activité. Contrôle de Châtigues, le Bénin est dans une position mitigée parce qu'il faut rappeler que nous sommes toujours à 12,4% de taux de prévalence contraceptive. 12,4%. Malgré les accords que le Bénin a signés en 2011, et les accords de Londres et celui de Ouaga, taux de prévalence contraceptive qui est situé, qui est fixé aujourd'hui à 12,4%. Avec, en tout cas, M. Châtigues va revenir sur ces aspects-là, vous allez mieux comprendre. Et donc le Bénin aujourd'hui, au regard de ses engagements, n'arrive pas à bouger clairement. Et donc nous sommes figés sur ce taux-là depuis... Pour que les gens comprennent mieux, terre à terre, 12,4% de taux de prévalence contraceptive, c'est-à-dire que sur 100 Béninois, il n'y a que 12 personnes qui utilisent des préservatifs. Enfin, par exemple, c'est ça? Mais c'est clair. C'est ça, hein? Il n'y a pas d'autre formule pour comprendre. D'accord, c'est un peu ça. Et donc, lorsque nous... Comme et le chiffre date de quand? 2017-2018. Voilà, c'est ça. Donc le DF 2017-2018 nous précise effectivement que nous sommes à 12,4% de taux de prévalence contraceptive au Bénin. Ce qui met le Bénin à un rang inférieur, très inférieur. Nous sommes presque les derniers dans la sous-région. Alors que l'objectif c'était à combien? C'est d'atteindre au moins 20% en 2019, je crois. En 2019, c'est d'aller à 20%, ou bien même 23%, je crois, que le Bénin s'est fixé. Mais depuis 2018, nous sommes restés figés sur les 12,4%. C'est pour dire que c'est en 2021 que nous avons vu clairement des efforts du gouvernement béninois à pouvoir travailler sur la thématique avec déjà les instances mises en place, les directions mises en place, comme l'ANNSP, le DPME, la DNSP, qui accompagne aujourd'hui. L'ANNSP a réussi sa mission qui consiste à donner les premiers soins à tout le monde, les soins de santé primaire. Et donc c'est dans ça qui est inscrit, comment on appelle, la planification familiale sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Pour finir plutôt que en 2021, nous avons fait de grands pas. Le Bénin a fait de grands pas et qui va accompagner certainement toute la réflexion au niveau des organisations de la société civile pour mieux accompagner l'État, surtout l'ANNSP a réussi sa mission. Et je voudrais préciser que en 2019, nous avons réussi à sortir le tableau de bord du Bénin en matière de planification familiale. Ce tableau de bord présente quoi? Oui, ça présente des données quantitatives et je dirais qualitatives aussi, dans la mesure où nous avons formulé des recommandations sur tout ce qui se fait. Et ces données existent aujourd'hui, nous aurons le temps de distribuer des fiches que vous allez voir. Et ce tableau de bord peint aujourd'hui le Bénin comme un pays en griffe malade en matière de planification familiale.
Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes pour la modernisation de la SBE, la Direction générale, en conformité avec la législation en vigueur, ouvre la rubrique départ volontaire. C'est en faveur des travailleurs n'ayant pas atteint 55 ans d'âge, mais qui désirent pour une raison ou une autre quitter la structure afin de vaquer à d'autres occupations et de bénéficier d'une retraite anticipée. Les travailleurs désireux de saisir cette opportunité doivent remplir les conditions telles que avoir totalisé au moins 3 ans de service à la SBE. Les intéressés ont 2 mois pour compter de la date de signature de la présente note pour se manifester. L'ancien président du Burkina Faso, Marc Christian Kaboré, est détenu par les putschistes depuis sa chute à la tête du pays. En visite à Ouagadougou, le lundi 31 janvier, une délégation conjointe de l'ONU et la CEDEAO l'a rencontré. Selon la délégation, M. Kaboré se porte bien. Il était de bonne humeur, il avait l'air en forme et il a accès à ses médecins. C'est ce qu'il leur a confié. Selon la délégation, Marc Christian Kaboré est aussi autorisé à recevoir la visite de sa famille. Ses émissaires ont à l'occasion répété l'exigence de la CEDEAO de voir l'ancien président burkinabé libéré rapidement. Autre actualité dans cette édition, des tirs d'armes automatiques ont été entendus autour du palais présidentiel de la Guinée-Bissau dans l'après-midi de ce mardi, pendant que se tenait le Conseil des ministres. Ce conseil a réuni le chef de l'État Umaro Sissako Embalo, son premier ministre Nuno Gomes Nabiam et autres membres du gouvernement. Selon RFI, la séance a été interrompue. Des militaires ont été déployés autour des bâtiments des institutions de l'État. France 24 a fait savoir que les tirs ont duré près de 45 minutes, mais le calme est déjà revenu. Il faut souligner que des écoles ont été aussitôt fermées ce mardi. Actuellement, plusieurs voitures militaires sillonnent les alentours pour assurer la sécurité. À présent, la page inter de ce 1er février 2022 retrace l'actualité au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Suivez. Au Burkina Faso, la junte rétablit la constitution mais modifie les institutions. Les putschistes qui ont pris le pouvoir le lundi 24 janvier avaient alors suspendu le test suprême. Ils viennent de diffuser ce lundi 31 janvier à la télévision nationale un acte fondamental. Ce test remet en place l'ordre constitutionnel tout en donnant officiellement le pouvoir aux militaires. Le MPSR, l'entité créée par les putschistes après leur coup de force, devient l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. C'est le MPSR qui assure la continuité de l'État et la gestion des affaires. Il est composé d'un président, 2 vice-présidents, un coordonnateur et des commissions. Le chef du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba, devient ainsi officiellement chef de l'État et des armées. C'est lui qui fixe les grandes orientations politiques. Il a également un pouvoir réglementaire et d'ordonnance. Quant au transfert du pouvoir, le test dit simplement qu'il y aura une charte de la transition. L'ambassadeur de France au Mali a 3 jours pour quitter le Mali. Décision annoncée lundi 31 janvier en début d'après-midi par les autorités maliennes de transition à l'issue d'une convocation de Joël Meyer au ministère des Affaires étrangères. L'expulsion du diplomate français fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus ces derniers jours par Jean-Yves Le Drian. Le ministre français des Affaires étrangères avait entre autres qualifié d'illégitimes les autorités de transition. Bamako
souhaite maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France. Une invitation difficilement conciliable avec la manière forte qui a été choisie et qui a surpris bien des observateurs, y compris parmi les fins connaisseurs de la politique malienne. De son côté, Paris réitère son engagement en faveur de la stabilisation et du développement du Sahel, mais sans mentionner notamment le Mali. Et pour finir au Tchad, après le report du dialogue national inclusif du 10 mai 2022, au lieu du 15 février prochain, le gouvernement tchadien a voulu expliquer à ses partenaires qu'il essaie de bien faire les choses et voudrait compter sur eux. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a tenu à expliquer de vive voix au corps diplomatique les raisons du report du dialogue national inclusif, processus qui doit permettre au Tchad de refonder le système politique. Si le dialogue national inclusif est repoussé, c'est pour permettre au Qatar, ayant proposé d'accueillir le pré-dialogue des mouvements politico-militaires, de mieux préparer leur participation. Sport dans cette édition à la fin de la Ligue professionnelle de football le dimanche dernier, Internel FC a totalisé 23 points et a fini 3e de la zone C. Cette position lui a valu la qualification en Super League professionnelle. Avant cette nouvelle phase du championnat national, Dodi Bachirou Ativi, capitaine de l'équipe de Eternel FC, fait le bilan en Ligue professionnelle. Il est au micro de Anaël Dou. Comme la saison dernière, on nous attendait pas, on est venu de nulle part, puis on s'est qualifié. Cette saison, ils nous attendaient. Donc, au début, ça a été difficile. Mais au fur et à mesure des matchs, on a pu enchaîner et gagner des matchs jusqu'à ce qu'on se retrouve dans les 4 premiers aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on peut se frotter les mains et dire qu'on s'est qualifié. Il est à souligner d'abord qu'aux phases aller contre Aspac, on a perdu chez eux, même si la vite avait été clément, on aurait remporté ce match. Et par la suite, le match de Coton, ça n'a pas été facile. L'aller, on les a battus, en retour, nous ont battus sur un score de 1-0, comme à l'aller, on les avait battus. Et contre AS Cotonou aussi, on les a battus en phase retour. En aller, on a fait un match nul. Ce sont des grands corps. On a réussi à puiser de nos ressources, à leur créer des problèmes et ça nous a permis de rester dans le top 4. Jouer des grands clubs, ça a toujours été dans l'ADN de Eternel Omnisport depuis très longtemps. Et ce sont les petits clubs qui nous créent suffisamment de problèmes. Les grands clubs, on arrive à se maîtriser, à les tenir en respect. Et c'est ce qui a été fait contre Coton, au match aller. Comme la saison dernière, on a goûté à la Super League Pro, on sait ce qui nous attend. Donc avec les coéquipiers, on travaille pour ne plus rencontrer les difficultés de l'année dernière et puis s'améliorer. La saison dernière, on a fini 7e, pendant que Riquin était devant nous et puis AS Cotonou était derrière. Donc cette saison, on doit faire mieux, ne pas finir 7e, pourquoi pas peut-être dans les 4 premiers. Étant un jeune club, on a des rêves. Et si on doit représenter le Bénin dans les Coupes CAF, pourquoi pas. Donc on va essayer d'enchaîner match par match, gagner suffisamment de points et voir où ça peut nous amener. L'objectif qu'on a au début de la saison, notre objectif c'était de se qualifier en Super League Pro et c'est fait. Désormais, avec les coéquipiers et puis le dirigeant, on va s'asseoir et déterminer l'objectif de la prochaine phase. Pour le moment, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que nous joueurs, on va se donner à fond et aller plus loin que possible. La politique, c'est de recruter des joueurs d'expérience pour, comme on le dit, des renforts, pour nous apporter leur expérience, leur savoir-faire pour que ça bénéficie au club. Le joueur en a profité pour parler de ses débuts et de ses ambitions. Suivez-le au micro de nos reporters. J'ai commencé le football dès mon enfance et c'était grâce à mon grand frère qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui.
J'ai commencé à Divinité Suprême. Et c'est la saison dernière que j'ai pu goûter à Éternel Omnisport. Et aujourd'hui, si je suis capitaine d'Éternel Omnisport, c'est parce que je n'ai pas cessé de me battre, de me donner pour ce que j'aime, le football bien sûr. C'est une passion pour moi, donc je suis heureux d'être là aujourd'hui. Il est à signaler que je ne suis pas le seul capitaine d'ailleurs, donc on est 3, donc j'en fais partie. Et si vous parlez de mérite, cette saison j'ai fait tous les matchs en Super League Pro, j'ai fait tous les 16 matchs et c'est grâce à mon abnégation, ma force, mon envie que je suis là aujourd'hui. J'envisage aller loin dans le football et si vous pensez comme ça, vous ne devez pas vous focaliser sur un même club. Si vous voulez aller loin, il faut travailler, rêver et si l'objet et les possibilités vous arrivent, vous les saisissez. Si la chance vous sourit, vous la saisissez. J'ai bien envie de goûter à la sélection nationale, donc c'est à moi de travailler, de me donner plus à fond et pour que je tape dans l'œil des sélectionneurs pour que je sois dans l'effectif. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aborde les demi-finales ce mercredi. En première affiche, le Burkina Faso affronte le Sénégal dans un derby ouest-africain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la page sportive et ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.